Patrick, vous, votre réaction là-dessus? Alors, parmi les trois typologies listées là, euh, je crois que pour nous, la chose plus souhaitable à garder avec un format virtuel, c'est la possibilité de pouvoir discuter euh, live en assemblée. Alors, la possibilité de pouvoir poser des questions et recevoir des réponses qui sont pas forcément écrites en avance. La possibilité de pouvoir avoir l'interaction qu'on peut avoir dans un AG physique. Cette année, pour la situation, c'est pas quelque chose qui dira notre recommandation, mais vous que vous avez posé la question, parmi les trois, la plus souhaitable, c'est celle-là qui permet d'interagir en cette manière. On a une question de Étienne Boursicant. Est-ce que les émetteurs étrangers parviennent à faire des AG à distance avec interaction avec les actionnaires tout en étant en mesure de les identifier pour s'assurer qu'ils sont bien actionnaires? Oui, alors aux États-Unis, ça marche plutôt bien, vu que la possibilité effectivement de faire des meetings virtuels était déjà prévue, virtuels ou hybrides était déjà prévue. De ce que j'ai lu en Angleterre, il y a un certain nombre de sociétés qui ont réussi aussi, à peu près un tiers du FTSE 100 qui aurait réussi à faire effectivement des AG, je vais dire interactives, où les actionnaires peuvent participer, voire même voter de manière électronique à l'AG. Donc oui, il y a des moyens effectivement d'identifier les actionnaires, même quand ils participent effectivement de façon électronique. Patrick, votre expérience sur ce sujet? Je crois que Cédric a donné la réponse. Oui, oui, c'est possible. Oui, c'est déjà fait. Mais en fait, ça dépend pas forcément. Enfin, c'est pas, je veux dire, c'est pas la faute des émetteurs. Oh. C'est là, on est effectivement sur la plomberie. Et là, je pense qu'il faut effectivement repenser et justement collaborer entre émetteurs et investisseurs sur revoir tout le système effectivement des centralisateurs, des dépositaires pour rentrer dans la modernité et effectivement et pouvoir participer à des AG de façon électronique, en particulier dans des temps comme actuellement. Merci Cédric. Sujet suivant qui a été. Merci Étienne. Sujet suivant qui a occupé beaucoup d'espace médiatique depuis le début de la crise, la rémunération des dirigeants. On a vu, sans que ce soit encore conclusif, que sur les premières AG de cette saison, alors, Laure, on va prendre votre question juste après. Désolée pour je pensais qu'on n'avait plus de questions sur ce sujet. On va le prendre juste après. Sur le sujet de rémunération des dirigeants, on observe qu'il y a un nombre très important de sociétés qui suivent la recommandation verbale de la FAPMEDEF sur renoncer à une partie de rémunération pendant la période de crise, notamment en lien avec le chômage partiel. On observe que ce ne sont pas tous, et on observe aussi que il y a pour l'instant, sur les premières assemblées, une vraie tension sur les votes sur la rémunération des dirigeants, avec des scores beaucoup plus bas que l'année dernière pour les mêmes sociétés. Mais bien entendu, le CNP version 2020 n'est pas le même. Il y a différents paramètres de complexité. Là-dessus, Glass Lewis s'est exprimé clairement. Vous attendez une baisse de rémunération pendant cette période de crise. C'est-à-dire que non seulement vous vous opposez à des hausses, mais pour partager l'effort avec les actionnaires, vous attendez à des baisses. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Et oui. Puis, vous, côté ISS, quel est votre point de vue? Et Laure, on n'oublie pas votre question. On revient dessus juste après. Alors, nous vivons une période qui
n'est absolument pas business as usual. Et ça doit être reflété. On s'attend que ça sera reflété dans la rémunération. On ne peut pas continuer comme toujours quand les choses ne sont pas comme toujours. Par rapport à l'attente d'une diminution, c'est une évaluation faite cas par cas, pardon. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas, les investisseurs, les actionnaires ont souffert de cette crise. La recommandation de la FEP, MEDEF est très bienvenue. Elle met les dirigeants pour une période limitée en ligne avec le reste des effectifs. Mais il faut aussi avoir un alignement avec l'expérience des actionnaires. On a vu déjà des diminutions plus significatives que leurs recommandations et on pense que les entreprises qui ont fait ça sont à l'avant-garde de la bonne pratique. Dans des situations où les objectifs sont suspendus, alors c'est difficile de pouvoir donner une ligne de vue aux actionnaires de comment les incentives 2020 se dérouleront. C'est notre attente, c'est que bien que les objectifs peuvent être définis plus tard ou redéfinis ou modifiés en fonction de la situation de l'entreprise et de la situation globale de la pandémie. Mais à la fin de l'année, quand on peut calculer l'effet global. Si l'entreprise n'a pas été soignée du coronavirus, elle n'est pas où elle était avant ou elle a pas bien retrouvé ses pieds. Notre attente, c'est qu'il y aura un effet sur la rémunération, même voire une discrétionnalité exercée par les conseils à la base pour les incentives de 2020. On veillera aussi sur les pratiques d'attribution des plans à long terme qui sont faits en 2020. Il y a certaines situations où il y a, par exemple, une attribution sur la base d'un pourcentage du fixe, vu la baisse in commun est pervasive cette année et on espère très temporaire. C'est pas la bonne pratique de continuer avec cette politique inchangée. Si on attribue le double des actions car le cours de bourse a baissé, ça ouvre la porte à un écart entre les résultats pour les mandataires sociaux et pour les actionnaires. C'est la même chose avec les changements des cibles ou de la structure des plans en cours. C'est pas quelque chose qu'on ne s'attend pas de voir, mais c'est quelque chose qui doit avoir une conséquence aussi par rapport au quantum pour pouvoir aligner l'expérience des actionnaires avec la rémunération. On veillera très strictement contre changements qui semblent avoir pour cible de sauvegarder la rémunération des dirigeants en face à une crise globale. Chaque changement qui est apporté doit être très bien motivé, mais même avec ça, on fera les comptes total des autres changements au niveau de la rémunération, même l'historique de l'entreprise et son utilisation de la discrétionnalité dans les années passées pour pouvoir faire un jugement cas par cas si les changements exceptionnels, s'il y a dans le contexte de Covid, est approprié ou pas. Ça répond à votre question? Pour ma part, oui, on va voir les questions de
de nos participants. Cédric, Je suis assez d'accord avec, avec ce qu'a dit Patrick. Après, il faut différencier les différents votes qu'on a en AG. Effectivement, sur le vote, je veux dire ex post, on est sur de la rémunération au titre de 2019, donc pré-crise. Donc dans ce cas-là, effectivement, les dirigeants qui renoncent à une partie de leur variable ou une partie de leur fixe, je veux dire, c'est plus un geste de solidarité. Souvent, ces renoncements servent à alimenter des fonds. Donc, enfin, je veux dire, c'est plutôt positif. Effectivement, la partie, je veux dire, qui est peut-être plus inquiétante, c'est les politiques 2020 et le manque d'informations qu'on peut avoir sur ce qui va être fait et quelle va être la logique du Conseil, notamment sur les attributions de long terme, comme l'a dit Patrick, car pas mal de sociétés ont des politiques en pourcentage du salaire, et donc on pourra avoir des effets d'aubaine avec des attributions en ce moment où on va se retrouver avec des attributions où en nombre d'instruments, on aura 50%, voire 2 fois plus de titres que précédemment. Et je veux dire, si les cours remontent, à la fin, on va se retrouver avec des rémunérations totalement hallucinantes à la fin. Il y a une certaine pauvreté dans la documentation des sociétés sur ce sujet-là et comment elles vont traiter les effets d'aubaine et est-ce qu'elles vont, oui ou non, décaler les attributions de long terme qu'elles vont faire. Si on en revient plus généralement à la politique ex ante, effectivement, des sociétés qui auraient prévu des augmentations, soit de fixe, soit de long terme, soit de variable pour 2020, je crois que effectivement, c'est pas le bon moment. Et qu'il faut peut-être les décaler dans le temps quand la situation sera revenue à la normale, si elle revient à la normale. Alors après, il y a toute la difficulté aussi, effectivement, de calibrer des critères de performance dans cette période d'incertitude. Et donc là, je crois qu'effectivement, l'importance, c'est le rôle du comité de rémunération et le rôle du conseil dans la discrétion qu'ils vont avoir pour déterminer la rémunération. Et là, je doute pas que les sociétés vont essayer de faire les choses bien, mais ce qu'on a pu voir, alors c'est lié à la crise du coronavirus et lié à l'implémentation de la directive droit des actionnaires, c'est la mise en place de politiques de dérogation. Alors, il y a des sociétés qui ont fait ça très bien, qui ont expliqué comment le conseil avait l'intention d'utiliser ces dérogations. Est-ce que ça va être sur le fixe, sur le variable, sur les critères? Voilà. Et d'autres sociétés, je vais dire, qui ont bêtement recopié le code de commerce et donc qui techniquement demandent à leurs investisseurs un chèque en blanc. Et là, on disait que les approches de Glass Lewis et d'ISS voulaient montrer notre pragmatisme, mais le pragmatisme ne va pas jusqu'à signer des chèques en blanc au conseil pour faire ce qu'ils veulent en termes de rémunération. Donc, voilà, je pense qu'il y a peut-être un petit manque de communication de la part des sociétés sur comment elles vont utiliser cette modération et cette discrétion dans la politique au titre de l'exercice 2020. Merci Cédric. Sur ces questions de rémunération des dirigeants au sens global et au sens adaptation du niveau, avant de passer à la question des critères de performance et dans l'intervalle prendre la question de l'or, est-ce que vous avez des questions à poser à Cédric et Patrick sur cette question d'adaptation du niveau global de la rémunération des dirigeants en ce moment? Alors, je crois qu'Odile a une question. Non? Si. Une question d'Odile en train d'arriver. Véronique. On a un petit temps de latence. Personnellement, je ne vois pas encore la question d'Odile, je vois juste qu'elle écrit. Le temps qu'on reçoit la question d'Odile, peut-être qu'on peut traiter la question de
de Laure sur le sujet précédent qui était les questions écrites et les questions posées enfin, les vraies questions écrites et puis les questions écrites reçues, reçues en lieu et place des questions orales. Qu'en pensez-vous? Mais il y a pas beaucoup de sociétés qui permettent de poser, je vais dire, des questions en live. Hein. Là, quand on regarde ce qui s'est passé, la plupart des sociétés se contentent des questions écrites. Pour l'instant, on a vu Valorec Oui. dans les assemblées tenues et dans les assemblées à tenir. On a vu deux sociétés beaucoup plus petites, Nanobiotics et Le Bélier. Nanobiotics, c'est une biotech en cours d'introduction au Nasdaq. Et Le Bélier, c'est une société basée à Libourne, à côté de Bordeaux, qui ont prévu quelque chose d'intermédiaire, c'est-à-dire que ils demandent aux actionnaires de voter par correspondance et en échange, ils leur donnent un code d'accès pour pouvoir poser une question en direct pendant la visioconférence qui est prévue. Mais effectivement, pour l'instant, ce sont les seuls cas. Non, après, je comprends parfaitement la difficulté. Enfin, l'AMF a communiqué sur le sujet en demandant aux émetteurs, effectivement, de favoriser les questions écrites et potentiellement, il y a certaines sociétés qui les acceptent un peu plus tard que d'habitude. Ça permet de remplacer, mais il n'y aura jamais la même interactivité dans une réponse effectivement rédigée que par rapport à une question faite en assemblée. Après, les questions écrites, c'est pas je vais dire, le seul droit des actionnaires qui est impacté par les assemblées à huis clos. Hein. Il y a aussi effectivement le droit d'amendement en AG qui a disparu. Il faut savoir qu'il n'était pas énormément utilisé non plus. Vu pour l'instant. D'autre part, les mesures anti-OPA, comment vous les voyez dans les ordres du jour? Et c'est une question spécifique de Odile de Brosse, de la FEP. Et enfin, on avait une question de Viviane Netter, je crois, sur l'ajout de résolutions sur des sujets climat, du type la résolution proposée par un collectif d'investisseurs chez Total. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France pour l'instant, mais dont vous avez l'expérience dans d'autres pays. Donc, avec quelle méthode vous vous positionnez là-dessus? Donc ça, voilà, c'est les trois sujets qui nous restent à couvrir. Ce que je vous propose, Cédric, c'est de prendre la parole et puis en parallèle, on va appeler Patrick. D'accord. Sur les critères, effectivement, on comprend la difficulté pour les sociétés d'établir des critères en cette période. Donc sur les critères financiers, effectivement, on est tout à fait ouvert à ce qui est effectivement une certaine discrétion du conseil pour pouvoir évaluer effectivement à la fin de l'année quelle sera l'atteinte des critères de performance, notamment financiers. Donc là, effectivement, tout le travail va être sur le travail du comité de rémunération et du conseil. Sur les critères extra-financiers, je veux dire, il devrait à la limite être peut-être plus stable que les critères financiers, sauf qu'on se retrouve effectivement dans un problème qui n'est pas lié à la crise du coronavirus, mais qui est que depuis que ça a été recommandé par le code AFEP-MEDEF, effectivement, toutes les sociétés en ont mise et on a quelques réserves sur ce qu'un grand nombre de sociétés ont fait, qui ont mis en place des critères qui nous semblent pas vraiment variables et pas vraiment récompenser, je veux dire, une performance extra-financière. Donc,
Pour l'instant, je veux dire, on ne sanctionne pas uniquement sur ces critères extra-financiers. Souvent, ils représentent une partie, je veux dire, relativement infime de la rémunération du dirigeant, mais effectivement, on a émis un certain nombre de réserves sur des critères qui nous semblaient mal calibrés. Je pense qu'on est dans un processus en cours, justement, pour effectivement bien définir ces critères et bien les calibrer. Donc voilà, donc on va continuer à regarder cette question-là et faire des remarques quand on considère que les critères sont pas vraiment variables ou ne récompensent pas vraiment une performance. Si on passe sur effectivement les mesures anti-OPA, comme on l'a écrit effectivement dans la guidance qui a été publiée, on aura peut-être effectivement une approche plus flexible, mais là encore, ça va être du cas par cas. Et ça dépendra effectivement de la situation de la société, de l'analyse de la situation de la société faite par le conseil et de comment, je veux dire, ils vont l'expliquer aux investisseurs et aux actionnaires. La situation, je veux dire, la plus simple à gérer pour nous, ça serait qu'effectivement ces demandes de poison pill soient faites au moment d'une offre hostile et qu'on puisse juger, connaissant et la situation de la société et la situation effectivement de l'offre hostile. Je sais que c'est pas effectivement facile pour les sociétés de devoir faire une AG au moment de l'offre. Donc, si des sociétés voulaient effectivement faire des poison pills, je veux dire plus préventives, avant même que quoi que ce soit passé, je pense que là, il va faire un effort de pédagogie et un effort pour effectivement essayer de créer je veux dire, des sortes de garanties que ces instruments anti-OPA seront bien utilisés. Parce que si on regarde effectivement la guidance ISS, je suis désolé, elle est très orientée US, où dans la pratique, effectivement, il y a un certain nombre de safeguards qui peuvent être mises en place pour assurer que la poison pill soit bien utilisée. En France, avec les bons bretons ou l'utilisation des autorisations financières en période d'offre, on n'a pas effectivement dans la pratique ce type de garantie. Donc, je pense que c'est aux sociétés de réfléchir à comment elles peuvent rajouter effectivement ces sécurités pour les investisseurs, comme quoi ces mécanismes anti-OPA seront utilisés je veux dire, avec intelligence par le board et dans le respect des actionnaires. J'ai pas d'exemple à vous donner parce que pour l'instant, honnêtement, je n'en ai pas vu. Et sur effectivement le dernier point qui est les résolutions externes à caractère environnemental. On a le cas chez Total. Pour l'instant, effectivement, on n'a pas. Enfin, ce matin, j'ai regardé, il n'y avait pas encore la réponse du conseil de Total pour savoir si il validait l'inscription à l'agenda de cette résolution. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Il y a peut-être un petit flou, effectivement, dans le droit français sur quels sont les sujets sur lesquels les actionnaires peuvent déposer des résolutions. On a eu un exemple un peu plus tôt dans la saison avec effectivement Vinci, où il y a eu une tentative de dépôt de résolution environnementale et où le Conseil a refusé l'inscription sur des arguments purement juridiques qui, à mon avis, peuvent être contestés. Donc là, je pense que on est plus sur effectivement un besoin de clarification peut-être de la part du régulateur sur effectivement quels sujets peuvent être soumis en tant que résolution externe. Et d'ailleurs, c'est une demande qui a été faite par le Forum de l'investissement responsable, d'avoir une plus grande clarté sur le sujet et peut-être avoir une sorte, je vais dire, d'arbitre neutre qui permettrait de décider quelles résolutions sont déposables et lesquelles ne le sont pas, un peu à l'image de ce qui est fait aux États-Unis avec la SEC, ou en France, effectivement, l'AMF pourrait décider que telle résolution est valable et que telle autre ne l'est pas. Mais pour l'instant, effectivement, on est un peu dans un flou, ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire, je vais dire, au Conseil de refuser ou d'accepter l'inscription, qui est un peu trop fort à mon goût. Cédric, merci. Sur ce dernier sujet des résolutions
sur des thématiques nouvelles comme celle du climat. Comment vous, en tant qu'agence de recommandation de vote, vous forgez vous faites votre recommandation avec quelle démarche? Bah, enfin, comme on le fait à peu près sur toute résolution contestée, c'est-à-dire qu'on va comparer effectivement l'argumentaire du déposant et l'argumentaire de la société. Après, comme vous le savez, ISS ne fait pas que de la recommandation en vote, donc on a aussi des experts sur les questions environnementales, sociales et de climat. Donc, sur une résolution comme celle de Total, si finalement elle est inscrite à l'ordre du jour, on a des expertises en interne pour évaluer, je veux dire, les arguments de chacun au-delà des simples problématiques de gouvernance. Merci, c'est Vous m'entendez peut-être bien? avant de. Oui, tout à fait, Patrick. Peut-être avant de prendre les questions de nos participants, Patrick, est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur 3 sujets? Le premier sujet, ce sont les critères de performance. La façon dont vous abordez les critères de performance cette année, qui est évidemment avec la crise sanitaire un peu particulière. En particulier, comment vous intégrez les critères non financiers? Quelle est votre approche là-dessus? Deuxième sujet, ce sont les mesures anti-OPA. C'était une question de tout à l'heure d'Odile Debrosse de la FEP. Comment vous abordez les mesures anti-OPA cette année? Et troisième sujet sur lequel Cédric vient de s'exprimer, ce sont les résolutions sur des sujets moins classiques, sur lesquels les politiques de vote sont moins cadrées, comme celle qui vient d'être proposée à l'Assemblée de Total et effectivement celle que TCI avait suggérée pour Vinci. Donc je propose que vous exprimiez sur ces 3 sujets, puis après on prendra les questions comme tout à l'heure. Alors, je commencerai avec les armes anti-OPA. C'est vrai que cette année, c'est une situation particulière. On a clarifié notre politique sur ce type d'utile la semaine dernière sur nos blogs avec une description détaillée de typologie de armes anti-OPA en Breton en France qu'on pourra supporter avec des exemples, pas français, américains, mais on a aussi affiché une section de notre rapport sur la dernière analyse qu'on a fait, dans laquelle on a fait une exception. L'idée, c'est que dans une situation comme laquelle on vit maintenant, on est ouvert à certains types d'armes anti-OPA qui soient spécifiques, bien expliquées dans leur intention, et en fait viser à résoudre un problème potentiel dans les court terme. Une de nos conditions, par exemple, c'est d'avoir une période de validité pas supérieure à un an. Et, et comme j'ai dit, qu'il y a beaucoup d'explications de la partie de l'entreprise sur comme elle entend l'utiliser. Comme la plupart des questions de gouvernance, c'est le contexte qui est essentiel. Et quand un conseil d'administration, quand une entreprise engage un dialogue avec leurs actionnaires avec transparence, il peut plus facilement obtenir leur confiance dans surtout une série de questions qui incluent les armes anti-OPA visées à un but spécifique comme dans les court terme. Mais il y a beaucoup plus de détails sur notre site sur ça.
Par rapport à la rémunération, alors, les critères, les objectifs financiers dans certaines entreprises ont été suspendus, comme je disais avant la pause. Et, et une situation comme ça, c'est pas la faute de l'entreprise qu'on peut pas avoir une visibilité très claire entre la structure d'aujourd'hui et les résultats de demain, car eux-mêmes ont des difficultés à fixer des objectifs. Pour nous, la preuve d'une discrétionnalité bien utilisée sera l'année prochaine. Le caveat, c'est que, bien sûr, ça montre, ça crée de la confiance. Il y a déjà cette année de l'explication de comment l'incertitude sera gérée cette année. Par exemple, si un émetteur nous dit qu'ils fixeront des objectifs en juin et qui sont publiés sur leur site, qui prendront la place de ceux fixés en 2019. Ça, c'est mieux que dire on n'a pas des objectifs cette année et il faudra attendre l'année prochaine pour voir exactement comment avoir les résultats sans savoir la structure ou la procédure qui portera à la fixation des objectifs. Si c'est clair, j'espère. Par rapport aux objectifs non financiers, là, c'est une tendance, on voit de plus en plus. Et l'enjeu, c'est c'est toujours une question de confiance, de transparence et de communication avec les actionnaires. Les objectifs non financiers ont les désavantages qu'on n'a pas eu des centaines des années d'études comme les objectifs financiers. On n'est pas forcément tous conscients de comment ils viennent calculer. Le même indicateur, les mêmes typologies d'indicateurs peut avoir des méthodologies différentes, par exemple. Alors, c'est à l'émetteur d'expliquer en détail ce qu'il veut incentiver, comme ça sera calculé, comme les objectifs ont été fixés, en fait. Et après, dans l'ex-post, d'expliquer en détail comme la performance non financière s'est déroulée. On pense pas qu'ils sont forcément moins importants que les objectifs financiers. Bien sûr, il faut toujours avoir une forte représentation des objectifs financiers, mais c'est dans cette période où c'est une pratique qui vient à se former, la chose plus importante, c'est une transparence le plus totale possible pour permettre la compréhension de comment ces indicateurs portent à la valeur dans le futur et comme ils sont calculés. Sur le dernier point, les résolutions climat, c'est quelque chose qu'on a vu aux États-Unis pendant des années déjà. C'est quelque chose d'un peu plus nouveau en Europe. On les traite comme toutes les résolutions proposées par les actionnaires. La seule chose, c'est que comme ASS, on a une équipe d'analyse dédiée à ce type d'analyse qui mène l'analyse et la formulation de la recommandation avec les équipes locaux pour leur fournir les contextes nécessaires et la connaissance de la situation réglementaire, légale, etc. Merci, merci Patrick de ces éclairages. On a une première question sur la base de calcul pour les
les attributions d'actions de performance. C'est un sujet que vous avez abordé, commencé à aborder ce matin. C'est comment allez-vous traiter le fait que les attributions d'actions de performance vont se faire avec des cours très bas pour la plupart des sociétés. Comment allez-vous traiter le point? Est-ce que vous allez le traiter? Alors, en fait, c'est les émetteurs eux-mêmes qui nous ont fourni des solutions, car c'est eux qui font face à ces problèmes. Nous voyons que les résultats de leur tentative de s'adapter à la situation. Je peux vous dire qu'on a vu des émetteurs qui ont décidé de posticiper l'attribution initiale d'action du plan de LTI à l'été, après l'été, quand ils espèrent qu'il y aura un peu plus de certitude sur la situation et un retour un peu à la normalité. Des autres ont pris des périodes plus longues pour calculer la moyenne et un peu plus décalées vers les périodes avant l'effet de la crise sur les cours de bourse. Il y a certains cas où la pratique, c'est d'attribuer un nombre d'actions égal chaque année. Dans ce cas, il n'y a pas un problème. Mais on est ouvert à évaluer n'importe quelle tentative de gérer les problèmes, la situation de la partie des émetteurs, ce qu'on veille contre des mesures qui semblent chercher soit augmenter à long terme les résultats de l'incentive, soit garantir exactement les mêmes résultats comme si la crise n'existait pas. Mmh. Cédric, avez-vous un point de vue là-dessus? Assez similaire à ce que vient de dire Patrick. Effectivement, on va regarder effectivement les effets d'aubaine qui pourraient exister pour des sociétés qui choisiraient effectivement de faire leurs attributions maintenant. Certaines le font parce qu'effectivement, elles ont des politiques d'attribution, je vais dire, à date régulière. Mais dans ce cas-là, effectivement, on s'attend à une discrétion du conseil avec un ajustement, je vais dire, vers le bas, soit des options, soit des actions de performance, pour éviter une augmentation mécanique du nombre d'instruments qui seraient attribués. Et là, effectivement, c'est le rôle du rapport du conseil sur expliquer effectivement comment ils vont gérer cette situation pour attribuer aux dirigeants, je veux dire, quelque chose de raisonnable. Mmh. Merci beaucoup. Nous avons une question de Laura Mallet qui, alors, elle s'affiche, voilà. Non, elle s'affiche pas encore au milieu. Laura nous dit, dans le cas d'une résolution d'attribution gratuite d'actions, toute population, y compris les mandataires, avec des critères de performance, pensez-vous que, compte tenu de la situation actuelle, l'inclusion des mandataires pourrait donner lieu au rejet de cette résolution? D'abord, il est très rare qu'on ait des attributions que pour les salariés. C'est théoriquement possible, ça arrive, mais c'est très rare. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes hostile au fait d'avoir des résolutions pour les dirigeants et les salariés? Et je comprends des attributions d'actions de performance. Tout d'abord, il faut dire que le rejet ou l'approbation d'une résolution, c'est aux actionnaires la décider eux-mêmes avec leur vote, on fait que des recommandations. Mais un avantage de cette réglementation très stricte en France sur les votes sur la rémunération, c'est qu'on peut
cibler un peu plus précisément une opposition à des aspects de la rémunération. Typiquement, pour Glass Lewis, une première étape, c'est une recommandation contre la politique qui aura pour effet les blocs d'un changement, surtout d'un incentive à long terme qu'on pense pas souhaitable. Normalement, pour les autorisations à mettre les actions, comme je vous dis, on se centre plutôt sur les résolutions qui visent spécifiquement les mandataires sociaux, comme les résolutions sur la politique, sur l'ex-ante. D'accord. Cédric, vous avez un point de vue de votre côté? En général, on a à peu près la même approche, c'est-à-dire qu'en fonction de la gravité du problème, on va d'abord effectivement peut-être s'opposer sur la politique de rémunération avant l'autorisation. Mais alors, si effectivement les critères de performance et les attributions possibles aux dirigeants mandataires sociaux, voire au groupe de premiers dirigeants, nous sommes totalement inacceptables. Effectivement, il peut y avoir une sorte de double sanction avec une recommandation négative à la fois sur la politique de rémunération et sur la résolution d'autorisation d'attribution d'actions. Après, ça dépend franchement de plein de paramètres. Donc, c'est assez compliqué de répondre à cette question. En théorie, oui, ça peut arriver, mais effectivement, on essaie de garder, je vais dire, une gradation dans les sanctions en faisant un peu comme Glass Lewis et effectivement en sanctionnant d'abord la politique de rémunération. D'accord, merci. Alors Laura, je crois une question additionnelle. Est-ce que merci Laura. Est-ce que parmi nos autres participants, il y a d'autres questions ou d'autres sujets que vous voudriez aborder avec Patrick et Cédric? J'ai l'impression qu'on a fait le tour en deux morceaux et j'en suis encore une fois désolée. Ce que je vous propose, c'est de nous remercier Cédric et Patrick pour s'être rendus 2 fois disponibles. Vous remercier chacun de vous pour votre souplesse et votre réactivité pour reprogrammer un nouveau webinaire cet après-midi. L'ensemble des deux parties vont être disponibles en replay sur notre site. Et si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à les poser via le site et nous les transmettrons à Cédric et Patrick. Merci à tous. Si je peux rajouter quelque chose, effectivement, enfin, si les sociétés ont des questions, je pense que, enfin voilà, on est ouvert au dialogue, même pendant la saison. Donc les sociétés n'hésitent pas à nous contacter pour effectivement dialoguer sur ce qu'elles envisagent de faire ou ce qu'elles ont déjà mis effectivement dans leur agenda. Voilà, il y a la période de dialogue, il y a effectivement le pré-rapport comme recommandé par l'AMF. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour dialoguer et avec les investisseurs et avec les proxys. Donc, je pense que faut que les sociétés en profitent pour avoir un retour et une opinion sur ce qu'elles proposent et peut-être quelles améliorations potentiellement apporter pour qu'on puisse comprendre ce qu'elles essayent de faire. Donc, je pense qu'effectivement, enfin, il faut être pragmatique, mais je pense qu'il faut aussi dialoguer entre émetteurs, investisseurs et les intermédiaires que sont les proxys.